D'accueillir sur ce plateau Martin Lévrier, bonjour. Bonjour. Sénateur RDPI, La République En Marche des Yvelines. En face de vous, Sophie Taillé-Polian, bonjour. Bonjour. Sénatrice écologiste du Val-de-Marne. Ma première question s'adresse à vous, Martin Lévrier. On entrevoit la fin de la crise sanitaire. C'est le bon moment d'engager cette réforme. Elle est en vigueur depuis vendredi dernier, on le rappelle. Alors excusez-moi, je suis content que vous disiez on entrevoit la fin de la crise sanitaire. Moi, je serais plus prudent. Ce virus nous a tellement appris l'humilité depuis 2 ans qu'il faut être très prudent. En revanche, si effectivement nous continuons dans cette démarche d'un virus qui décroît de plus en plus fort, oui, la reprise économique est forte, oui, la reprise économique est très solide, et oui, la France est très bien embarquée dans cette reprise économique. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc tous les voyants sont au vert, la réforme, il faut qu'elle y aille, il faut y aller. Alors, les voyants sont au vert, la réforme me paraît très importante, effectivement, parce que j'entendais le député tout à l'heure dire on est au chômage, quand on est au chômage c'est parce qu'on a des droits. Non, on est au chômage parce qu'on n'a plus de travail. Et l'épanouissement, pour moi, passe par le travail. Le chômage n'est pas un lieu d'épanouissement. Donc tout doit être fait pour participer et aider les personnes à sortir du chômage. C'est l'essentiel. Dans les meilleures conditions possibles. Non mais on a vécu depuis... Les aider avec un coup de pied au... Depuis 15 ans, on a vécu dans une espèce de chômage de masse. Et on s'en contentait, on acceptait 25% de jeunes au chômage, ça posait pas de questions. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois vraiment que le travail est un facteur d'épanouissement et que tous ceux qui contribuent à pousser les gens ou à les inciter, parce qu'ils ne le font pas. Moi, je ne crois pas à la volonté d'être chômeur pour être chômeur. Ça, je n'y crois pas. Mais quand, par défaut, finalement, être au chômage est aussi intéressant, voire plus intéressant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui restent chez eux? Vous avez des cas très, je dis pas qu'il y a des gens, mais vous avez des cas très précis de gens qui vont travailler 1 semaine, puis s'arrêter 1 semaine, ou travailler 1 mois, puis travailler 1 mois, ou travailler 6 mois, puis partir 6 mois. Vous les connaissez? Moi, j'en connais plein de gens qui partent travailler 6 mois, qui partent 6 mois, et qui jouent ce système. Mais c'est pas l'idéal. C'est pas vraiment le sujet. Ce qui me fascine toujours, cette capacité à, pour les uns, être hyper tatillon, et pour les autres, il n'y a pas de souci. Plein de fois dans l'hémicycle, on parle optimisation fiscale. Moi, je dis, il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures très fortes pour lutter contre l'optimisation. Et là, on me répond, ah ben non, ils ont droit, ils se faufilent entre eux dans une législation compliquée. Donc, de toute façon, ils sont pas hors des clous, donc c'est normal. Et alors là, parce qu'il y aurait des salariés qui seraient dans un certain nombre de secteurs dont les métiers sont, je dirais, comme ça, soumis à des stop and go. Alors là, ils profiteraient. Vous voyez, alors pour les uns, il n'y a pas de souci, on est dans le droit. Et pour les autres, c'est des profiteurs. Moi, j'en ai assez. J'en ai assez de cela. Moi, ce que je reproche à cette réforme, c'est de faire 2 milliards d'économies sur le dos des précaires. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui parle beaucoup d'équilibre budgétaire, qui lance des chèques à chaque jour différent, à tel ou tel groupe de pression ou voilà. Et par contre, ça, pour faire des économies de l'ordre de 2 milliards sur les plus précaires, ils sont là. Mais attendez, Martin Lévrier, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Et aujourd'hui, on a une réforme qui a été suspendue par le Conseil d'État, qui a été suspendue par le Conseil d'État parce que, au regard du fait que la situation n'est pas stabilisée, et vous venez même de le dire, elle ne l'est pas complètement, le gouvernement aurait bien mieux fait d'attendre effectivement que la requête au fond soit analysée par le Conseil d'État pour pouvoir revenir. Ça aurait été raisonnable. Pour y répondre, cette réforme, c'est quoi? C'est pour créer des emplois ou c'est pour faire des économies sur le budget de la Sécu? Si on voulait faire des économies sur le budget de la Sécu, est-ce qu'on garderait le même nombre de salariés à Pôle emploi alors qu'il y a de moins en moins de chômeurs? Et nous le faisons. Non, mais c'est important. Est-ce que nous financerions des contrats pro pour les chômeurs en très longue durée de chômage à hauteur de 8 000 €? Ça fait à peu près 30 000 personnes qui peuvent être concernées par ces contrats. Est-ce que c'est faire des économies? Non. C'est s'intéresser aux gens qui sont en difficulté et aider surtout ceux qui sont en plus grande difficulté. Il y ait des économies. Enfin, excusez-moi, c'est pas un problème d'économie, c'est simplement du bon sens. Moins il y a de chômeurs, moins le coût du chômage est important. C'est juste basique. Donc il ne s'agit pas de chercher à faire des économies. Il s'agit de tout faire pour ramener les gens à l'emploi et trouver de l'emploi, surtout dans une période aujourd'hui où, vous le savez, on a un delta incroyable entre le nombre d'offres d'emploi et d'emplois non pourvus. Alors parlons-en justement. Et ça, c'est un véritable problème. Juste une chose, les conseillers Pôle emploi ont des centaines de personnes à gérer dans leur portefeuille. Donc même s'il y avait une embellie,
pour avoir un accompagnement à la hauteur des enjeux et personnalisé, il faudrait surtout pas baisser le nombre de conseillers Pôle emploi. Je leur adresse tout mon soutien. Je vous remercie de reconnaître. Ils sont en grande souffrance aujourd'hui, les conseillers Pôle emploi. Je les connais quand on bien, gère je pense que plusieurs centaines de personnes, alors qu'on devrait faire des accompagnements individualisés, excusez-moi, encore heureux que vous ne baissez pas le nombre d'agents à Pôle emploi. Eh bien, heureusement qu'on le fait, d'autres ne l'auraient pas fait. Et je rappelle juste un petit détail, juste important quand même, c'est que ce décret intervient maintenant et on retrouve des systèmes qui sont à peu près équivalents à ceux d'avant 2008. C'est-à-dire que finalement, avant 2008, les systèmes de contrôle et d'obtention de droits au chômage correspondent à peu près à ceux qu'on trouve aujourd'hui. Donc c'est un peu étonnant, alors qu'on a de moins en moins de chômeurs, d'être surpris qu'on dise non, maintenant le chômage, il faut aller dans une logique de la recherche d'emploi plutôt que de l'accompagnement au chômage. Précisément, aujourd'hui en France, il y a des jobs, il y a des chômeurs, mais les entreprises, elles peinent à recruter. Comment vous expliquez ça? Alors écoutez, moi j'ai lu le dernier rapport Banque de France. Il y a un autre rapport qui chiffre à 300 000 emplois à pourvoir selon la Banque de France. 300 000, ok. Un autre qui dit 265 000. Il y a, ça dépend comment on prend les chiffres. Un tiers dans l'hôtellerie-restauration. Il y a 3 millions de chômeurs de catégorie B, si je ne me souviens plus, et 6,7 millions quand on prend tout le halo. 300 000, 6 millions. Donc moi, je pense effectivement qu'il y a une nécessité à faire en sorte que ces emplois non pourvus trouvent preneurs, bien évidemment. Mais il ne faut pas nous laisser penser que le problème du chômage en France serait résolu par cela. Alors comment on les pourvoit? C'est quoi votre solution? Alors, à vous? selon moi, je pense qu'il y a nécessité que les employeurs, d'une part, cessent de chercher des moutons à 5 pattes et effectivement investissent dans la jeunesse en se disant je vais recruter un jeune, peut-être qu'il n'est pas au niveau de compétences attendues immédiat, mais on va mettre en place un certain nombre de choses pour faire en sorte que ça se passe bien. Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même que parmi ces 300 000 emplois, ça tourne parce qu'il y a plein, en fait, finalement, ils abandonnent. C'est dommage. Je pense qu'il y a énormément de choses aujourd'hui dans le service public de l'emploi pour faire en sorte de matcher. Voilà. Mais ça ne résoudra pas la difficulté actuelle des demandeurs d'emploi, et notamment des plus précaires. Moi, j'ai rencontré dans la manifestation hier une dame qui est guide touristique. Elle est spécialiste pour l'accueil des Japonais. Elle parle merveilleusement le japonais. Elle a fait des études spécifiques pour accueillir les Japonais. Aujourd'hui, il n'y a pas de Japonais. Donc on peut toujours lui dire de traverser la rue ou de faire je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de travail selon les compétences extrêmement élevées de cette dame. Et là, on va lui réduire ses allocations. Elle va être en grande difficulté pour payer son gaz. Je ne sais pas si on va parler de l'énergie. À quel titre on va lui réduire? Excusez-moi, pourquoi on lui réduirait? Où est-ce que vous avez vu qu'on allait les réduire? D'abord, si elle est déjà au chômage, rien ne sera réduit puisque ça ne concerne que les personnes entrantes à partir du 1er octobre. Alors, selon l'UNEDIC, quand même, selon l'UNEDIC, au total, plus d'1 million de personnes, plus d'1 million de chômeurs vont voir leur revenu imputé de 17% en moyenne, selon l'UNEDIC, à partir de l'année prochaine. À partir de l'année prochaine, pour ceux qui rentreraient au chômage. On peut aussi espérer qu'il y ait de moins en moins de gens qui rentrent au chômage. C'est un pari. Mais c'est un pari, mais on l'a fait sur l'apprentissage et on a réussi, souvenez-vous. On l'a fait sur le droit du travail et on a eu les mêmes critiques des mêmes personnes et on l'a fait. Et on a réussi, à chaque fois on a réussi. Pourquoi? Parce que là l'économie repart vraiment. Le problème qu'on a aujourd'hui aussi, parmi d'autres, mais je vous rejoins sur certains points, c'est aussi l'inadéquation, quoi qu'on en dise, entre les postes proposés et les formations existantes. Et là, c'est un véritable sujet sur lequel il faut travailler, qui est un vieux sujet. Alors, on le fait par le biais de l'apprentissage, de la réforme de l'apprentissage. Mais c'est un problème de compétence ou de salaire? Les deux. Les deux, avant tout, un problème de compétences. Si on augmente les salaires, peut-être qu'on attirerait peut-être plus non, mais si vous n'avez pas les personnes qualifiées, quel que soit le salaire, vous n'avez pas les personnes qualifiées. Même si vous proposez un salaire de 100 000 euros à une personne qui n'est pas qualifiée, elle ne pourra pas remplir le poste. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc il y a un, les qualifications. Deux, et là je vous rejoins et je pense qu'on sera d'accord, effectivement, il y a pour moi, et je le pense vraiment, un problème de salaire en France. Le gouvernement a fait énormément d'efforts en baissant les impôts, en baissant les charges sociales, en baissant les charges patronales. Aux entreprises maintenant de prendre la main, c'est pas l'État, c'est pas le gouvernement qui fait le salaire. Ça, c'est pas possible. Sinon, c'est un système administré. On sait comment ça fonctionne. Le SMIC. Mais le SMIC, c'est un point. Mais le SMIC, c'est un point seul. Et vous savez bien qu'en travaillant sur la prime d'activité telle qu'on l'a fait, pour quelqu'un qui est au SMIC, maintenant, il a un 13e mois et demi. Donc c'est fait. Ça crée un effet sur tous les salaires derrière. Non, c'est faux. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Malheureusement, si vous avez un phénomène de resserrement et qui n'améliore pas les choses et voire d'explosion. Donc non, le SMIC, moi, ne me paraît pas la bonne solution. En revanche, que les entreprises se prennent par la main, visiblement, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration a pris ce sujet à bras-le-corps. Enfin, j'allais dire, ils l'ont fait en 2008 ou 2010 déjà une fois, mais ça n'est pas suffisant. Eh bien, très bien, mais que les entreprises, cette fois-ci, parce qu'elles ont été aidées, protégées,
comme on a protégé les salariés pendant toute cette pandémie. Vous leur demandez des contreparties? Comment vous comptez C'est pas un mot de contrepartie. Dans un premier temps, c'est allez-y, vous avez besoin, vous créez de la richesse, eh bien, proposez-la aux salariés d'abord. Quand allez-vous accepter de regarder la réalité en face? Ça fait déjà, depuis dans le quinquennat précédent, on a fait le CICE et on a dit, vous allez voir les entreprises, on va faire un grand appel pour qu'elles embauchent. Elles ne l'ont pas fait. Là, vous me dites, ah ben non, mais il faut vraiment qu'ils se prennent par la main. Oh là là, s'il vous plaît, faites des efforts. Ok, ils ne le font pas. Ça fait des années qu'on le voit, sauf dans quelques secteurs spécifiques, mais où on est tellement loin en termes de salaire et de conditions de travail que alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Attendez, le premier sujet, c'est une conférence salariale annuelle avec une augmentation du SMIC. C'est ce que propose Valérie Pécresse. Et une conférence salariale annuelle, c'est une revendication et une proposition qui date depuis bien avant Valérie Pécresse. Elle a été portée notamment par Benoît Hamon en 2017 et par d'autres. Donc voilà, la question des salaires doit revenir effectivement au cœur. Mais l'action publique, elle doit, et le gouvernement, l'État doit prendre sa part, à la fois parce qu'il a l'outil du SMIC et à la fois parce qu'il a l'outil de la conditionnalité des aides aux entreprises. Vous dites, prenez-vous par la main, etc. Vous avez baissé drastiquement 10 milliards par an les impôts sur les impôts de production. Et on a baissé le chômage de 2 points. Poursuivi la baisse de l'impôt sur les sociétés. Il y a une manne gigantesque de fonds publics qui ont été destinés à aider les entreprises. Donc, ce sont des On voit bien qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre qu'ils le fassent de leur propre chef. Il faut conditionner l'intégralité des aides, d'ailleurs pas qu'en termes sociaux, et aussi en termes environnementaux. Ce que dit Sophie Taillé-Polian, j'essaye d'interpréter, c'est que Macron finalement est toujours le président des riches. Il n'a pas changé. Alors, je crois qu'on va parler un peu du pouvoir d'achat tout à l'heure, donc ça va être un sujet aussi ample. Le pouvoir d'achat, Sophie Taillé-Polian, malgré la crise, le pouvoir d'achat sous Macron a augmenté. C'est un fait, les chiffres viennent de l'INSEE, plus 0,4% en 2020. Oui, mais en fait, après, on peut toujours travailler sur des moyennes qui concernent tout le monde. Ça écrase tout, on ne comprend pas ce qui se passe. Si la situation était aussi formidable, si effectivement on avait tant lutté contre le chômage, était le président de tous et toutes, etc., on n'observerait pas dans ce pays aujourd'hui une colère aussi profonde et qui pour ma part m'inquiète. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans quelque chose à observer et puis ce serait juste récréatif, amusant. Non, ça ne l'est pas du tout. C'est très inquiétant. Aujourd'hui, les 20% des Français les plus pauvres, pendant cette crise, ils ont désépargné. Vous savez, on parle beaucoup de gens, de l'épargne en France qui a beaucoup augmenté. Il y a des dizaines de milliards d'euros qui ont été mis de côté par des Français. Un peu plus d'une centaine. Mais il y a aussi 20% des Français les plus en difficulté qui, eux, soit se sont endettés, soit ont un petit bas de laine qui a encore réduit. Donc on peut considérer après qu'il y a eu, et nous l'avons soutenu par exemple via le chômage partiel, une protection des salariés, mais nous considérons aussi et nous observons qu'il y a tout un pan de la population, les plus précaires, les étudiants, qui eux en fait ont vécu tout cela de plein fouet, n'ont pas été forcément protégés par le quoi qu'il en coûte, parce que le quoi qu'il en coûte n'a pas été universel, et eux ont subi une dégradation très profonde de leur situation. Sinon, on ne verrait pas l'aide alimentaire qui continue à avoir une augmentation très très forte du nombre de personnes qui y ont recours. Donc, je crois que il faut vraiment avoir cela en tête pour bien apprécier la situation et comprendre ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Oui, peut-être ce chiffre de 0,4, vous me le donnez, et je n'en doute pas. Mais que cache-t-il derrière en termes des inégalités? Sophie Taillé-Polian, Jean Castex promet donc d'agir sur le levier fiscal si les cours de gaz ne baissent pas d'ici au printemps. Est-ce que c'est une bonne mesure selon vous? Écoutez, bonne mesure ou pas, moi je pense qu'il faut effectivement une aide pour les ménages en difficulté. Mais que de temps perdu, parce que c'est une grande politique de réduction d'utilisation de l'énergie qui aurait dû être menée. Et ça n'a pas été le cas. On n'a pas été en termes de structuration d'une filière pour la rénovation énergétique au niveau. Là, dans le budget de relance, il y a la prime Rénov. Il y a la prime Rénov. Mais
Il y a la prime rénov, mais elle souffre de nombreuses insuffisances. D'abord, il n'y a pas assez de crédit, et puis aussi il y a des difficultés pour les ménages modestes pour y accéder. Donc en fait, c'est une politique d'ampleur qu'il faut mettre en place. Après, sur la question du nucléaire, nous avons une position extrêmement claire qui est de dire que les grands investissements de demain ne doivent pas être sur le nucléaire. Mais il est évidemment quelques années, hors vous étiez de même question, totalement, mais vous voulez tout fermer le plus vite possible, comme l'Allemagne, et garder le charbon. Donc excusez-moi. Pas du tout, parce et que le coût de l'énergie en France est très faible. Bon, alors déroulez ce que vous dites, mais c'est faux. Voilà. Non, c'est pas faux. Ce que vous dites est faux. Très bien que l'énergie nucléaire est beaucoup moins chère. Vous ne savez pas ce que je disais, donc non. Alors, c'est un débat peut-être un peu plus large. On en reparlera. Oui, voilà. Nous pensons que les grands investissements doivent être sur les énergies renouvelables. D'accord, mais juste sur cet amendement. L'amendement sera déposé dans le budget 2022 pour abaisser les taxes spécifiques qui pèsent sur le prix du gaz. C'est ce qu'a annoncé Jean Castex hier. Est-ce que vous allez le voter, vous, cet amendement? Non, mais attendez, il faut attendre. Moi, je vote pas les amendements sans savoir ce qu'il y a dedans. Donc, je vais attendre de voir ce qu'il y a dedans. Vous jugerez et sur par pièce, rapport à l'insincérité du budget, en tout cas, le premier président de la Cour des comptes, il l'a qualifié d'incomplet. C'est-à-dire qu'on nous présente un budget et on nous dit « Ah, mais il y aura peut-être 2 milliards en plus pour les jeunes, mais peut-être pas. Puis il y aura peut-être 30 milliards pour l'investissement, mais peut-être pas. Donc, on vous présente un budget avec des équilibres, des machins, des trucs, mais peut-être pas. Donc, il est peut-être sincère dans son incomplétude. Il est sincère. La complétude, c'est censé. Au niveau mathématique, il manque des chiffres dans l'équation, donc ça sert à rien. Il manque des choses et qu'il est incomplet, mais je compte bien à ce qu'il le soit au fur et à mesure. Comme ça nous est arrivé, comme ça nous est arrivé plusieurs fois. Mais moi, ça m'est pas arrivé personnellement. Je vous rappelle qu'on sort d'une pandémie, qu'on sort